Bonjour à tous, on continue à parler d'innovation en communication et médias aujourd'hui sur le Media Speed Training et on en parle aujourd'hui autour de l'audiovisuel, notamment l'audiovisuel public, comment on fait pour innover efficacement et intelligemment dans l'audiovisuel public aujourd'hui et on en parle avec Guénolé Seller qui est le délégué numérique de France 3 Pays de la Loire. Bonjour, et Anne-Marie Amoros qui est directrice de France Bleu Mayenne. On vous a réunis sur le plateau aujourd'hui, mais vous vous connaissez bien, notamment parce que vous avez eu un projet en commun, alors chez vous en Mayenne, Anne-Marie. Oui, tout à fait. De quoi s'agissait-il ? Alors, en fait, en Mayenne, on travaille depuis un moment sur la caméra 360 et sur le son immersif. Et il se trouve qu'à un moment donné, on s'est dit que ce serait quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut imaginer avec France 3 et leurs compétences dans le domaine de l'image. D'où l'idée de filmer You Get the Power avec un artiste qui s'appelle Pierre Bouguier et qui donc travaille avec des personnes en EHPAD et les fait chanter. Ce qu'est You Get the Power, c'est une chorale, hein, c'est ça C'est ça. On va pas dire de troisième âge, mais de personnes hébergées en EHPAD. Voilà, c'est ça. Et donc, Pierre Bouguier les fait chanter et les fait reprendre un certain nombre de titres. Donc c'est d'abord toute une démarche artistique. L'idée c'était de voir comment on pouvait s'immerger complètement dans cette démarche artistique et faire vivre ce que vivaient ces gens-là lorsqu'ils chantaient ensemble. D'où l'idée d'être en immersion totale, d'où l'idée de faire de filmer en 360 et en son immersif. Pourquoi ? Parce que ça permet d'une part d'être au milieu de cette chorale, d'être derrière, à côté de l'artiste, mais aussi lorsqu'on change, lorsqu'on bouge, de pouvoir suivre le son et les différents chants et les différents artistes, parce que ce sont du coup des artistes entre guillemets. Alors vous avez parlé de 360, de son immersif. Alors pour la partie radio, qui est la vôtre, et c'est là qu'interviennent vos équipes, ce qu'on appelle le son immersif, alors on connaît tous la stéréo, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on nous parle à droite et à gauche parce qu'on a deux oreilles, mais le son immersif, l'idée c'est qu'on, si quelqu'un tourne autour de nous, on a l'impression que quelqu'un tourne vraiment autour de nous sur le plan sonore. Et est-ce que cette expérience-là, on peut la reproduire sur un appareil radio classique ? Est-ce que moi, sur ma chaîne stéréo, je peux avoir cette expérience de son immersif ? Alors après, c'est très technique. On peut être dans un caisson, en fait, en immersion. Mais je pense que ce qui est intéressant, surtout, c'est toute la démarche et ce vers quoi on peut aller grâce au son immersif. Alors, il existe des salles qui permettent d'être en son immersif. À Radio France, notamment, Desjardins est un spécialiste du son immersif, du son binaural, et travaille sur des espaces où on peut être en son immersif. Donc, ça peut être en regardant des images, mais ça peut être aussi uniquement l'univers sonore. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce que ça reproduit dans la recontextualisation des événements. Parce que dans la vie, là, par exemple, je vous parle, mais j'entends des choses derrière moi, il y en a à côté, et tout ça constitue un souvenir, constitue un instant donné dans l'expérience. Lorsqu'on reproduit le son immersif, on reproduit tous les éléments qui nous permettent de contextualiser les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter ce type de narration. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait se demander si, par exemple, un reportage en son immersif en zone de guerre ne recréerait pas tous les éléments du contexte réel de la guerre, ou comme une photographie par exemple, on voit juste la photographie. Si on avait la photographie entre guillemets en immersif, on aurait tous les éléments du contexte de la photo, qui arrive, qui fait quoi, quels sont les personnages de l'événement. Et donc c'est ça, je pense, qui est intéressant aujourd'hui d'expérimenter, c'est ce que nous avons fait, c'est comment finalement, avec le son immersif, avec l'image en 360, on recrée un contexte et donc une donnée supplémentaire d'analyse qui permet à celui qui regarde, celui qui vit l'expérience, d'avoir une opinion propre, très aboutie. C'est un surcroît d'informations en quelque sorte, rajouter de nouvelles dimensions à l'expérience sonore et audiovisuelle et visuelle. Et Guénolé, vous expérimentez ce principe d'enrichir l'information visuelle avec les caméras 360. Voilà le projet Get the Power. On a effectué les captations à l'EHPAD d'Ernée avec cette caméra. Juste à côté de vous, c'est une caméra 360. En fait, c'est 4 petites caméras. Avec 4 objectifs. Collées. Et ensuite, l'image est reconstituée. Donc nous, on travaillait sur la partie image. Et puis, les équipes techniques de France Bleu Mayenne ont reconstitué le son. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a proposé au grand public, lors du week-end grand public du Laval Virtual 2018. Et c'était à la fois une belle expérience de service public, je trouve, puisqu'on parlait des anciens, du lien via la musique avec un musicien mayennais. Et puis, on a pu, comme ça, proposer 4 morceaux dans les casques virtuels au public. Et ça a bien plu à toutes les générations, aux anciens, aux plus jeunes. Et on a même vu des gens qui dansaient, donc c'était la preuve que le pari était réussi.
Pour répondre à votre question, après, le 360, c'est quelque chose qu'on expérimente aujourd'hui sur les gros événements. On a tourné en 360 sur le départ du Tour de France, début juillet à Noirmoutier, puis sur le départ de la Golden Globe Race au Sable d'Olonne. Les dispositifs sont assez légers. On a réussi à fabriquer un système technique qui nous permet de travailler avec ce sac à dos. Donc c'est autonome et on peut ainsi capter des séquences et faire des reportages sympas. C'est un changement radical, notamment pour celui qui tourne, puisque d'ordinaire, quand on filme un reportage, on fait un choix, un choix de cadrage, et donc on va filmer telle ou telle chose, ensuite on va faire un montage. Là, en gros, on offre tout aux spectateurs, et c'est un peu au spectateur de faire son choix. Est-ce que ça, mine de rien, ça a créé des blocages parmi les GRI, parmi les opérateurs Certains disent que la 360, c'est pas du journalisme, puisqu'effectivement, vous n'avez pas le choix du cadrage, du sujet. Ça aussi, pour moi, la vertu de la vérité, c'est-à-dire que l'image ne triche pas. Il y a le débat actuellement sur les images trichées, les fake news. Bon, évidemment, on peut truquer n'importe quelle sorte d'image, mais au moins vous proposez une image brute, et on se rend compte que finalement, les images brutes aujourd'hui, qui sont collectées par des professionnels, qu'on peut mettre en perspective dans un article sur notre site internet, par exemple, plaisent au public. Voilà. Il n'y a pas de tricherie, et je pense quand même qu'il faut être au bon endroit au bon moment, et bon, ça c'est quand même le boulot du journaliste. Et dans la pratique, est-ce qu'on arrive à savoir, à travers des outils de tracking, si effectivement les gens explorent complètement le champ qui leur a donné, c'est-à-dire les 360 degrés ? Sur YouTube, par exemple, les vidéos qu'on publie sur YouTube, il y a un outil de mesure qui permet, par des cartes de densité, rouge, bleu, rouge très public très présent, bleu public moins présent, de voir les zones qui sont explorées. Je pense notamment à une vidéo qu'on a réalisée au départ du Tour de France, l'arrivée de Chris Froome sur le podium signature. Oui. Il a été hué par le public. Donc on voit clairement que la zone de densité et d'attention du public, c'est sur le podium. Et c'est logique, c'est là où Froome passe, c'est là où ça se passe. Voilà, donc cet outil d'analyse de YouTube est pas mal pour ça. Vous l'avez utilisé beaucoup, cette caméra 360 ou des précédentes d'un peu moins bonne facture, parce que ça évolue beaucoup oui. La technologie 360, mais notamment sur le Hellfest. On peut en faire quand même sans avoir beaucoup de... Avec des petites caméras, on peut quand même se faire plaisir. Vous coûtez près de 500 € quand même pour une caméra qui tient à peu près la route. Ouais, non, mais à partir de 150 €, vous avez les petits modèles de Samsung, de Ricoh, qui permettent de faire des photos de très bonne qualité, des vidéos d'un peu moins bonnes, mais... Pour un communicant, un journaliste ou un blogueur qui veut un peu s'amuser, c'est possible, oui. Avant You Get the Power, les expériences réussies de vidéo 360, je crois que vous avez travaillé sur le Hellfest, sur des manifestations sportives, lesquelles ont eu le plus de succès en termes d'audience ? C'est difficile à dire, il faut qu'il se passe quelque chose. La 360, ça marche quand il y a de la densité, d'images, de mouvements, de choses comme ça, quoi. Il faut vraiment, ça marche avec des images fortes, quoi. On est sur un secteur, donc l'audiovisuel, qui peut-être sans doute plus que la presse écrite a des exigences techniques complexes. On est sur ce qu'on appelle une vraie chaîne de production avec beaucoup de métiers qui interviennent, preneurs de son, ingénieurs du son, réalisateurs. Est-ce que ça vous semble plus difficile, notamment en radio, d'apporter des petites touches d'innovation parce que vous avez un métier complexe, ou est-ce que finalement c'est à la portée de tout type de secteur des médias ? Je pense que c'est pas. Enfin, moi, j'aborderai pas la question sous la forme de la complexité, mais plutôt sous la forme de l'outil. Je l'éteins parce qu'elle chauffe un peu là. Voilà. D'accord, oui. On va essayer de la faire exploser en direct. Je l'aborderai sous la forme de la question de quels sont les outils appropriés au contenu et au format qu'on veut développer. Et je crois qu'à partir du moment où on se pose ces questions-là, on est déjà dans une démarche innovante. C'est-à-dire que l'outil, aujourd'hui, doit évoluer parce que les besoins, parce que l'environnement des usagers a changé. L'iconographie a changé, les usages ont changé, donc les outils doivent évoluer. Et à partir du moment où on a envie d'être en phase avec le souhait des auditeurs, avec les usages, avec les évolutions, on est obligé de se poser la question de l'innovation. Je crois que ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'une équipe, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel média, a besoin d'innover. Pourquoi ? Parce que c'est notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est toujours en connexion avec l'actualité, avec ce qui se passe. Donc, si on n'était pas nous-mêmes dans une démarche innovante, il y a un moment donné, on serait complètement fossilisé. Donc, on ne correspondrait plus à notre propre pratique. Et la dernière chose, c'est que je crois qu'il n'y a pas d'équipe qui refuse l'innovation. Il y a des équipes qui ont besoin de comprendre, qui ont
ont besoin de comprendre les outils, qui ont besoin de comprendre le sens des choses, qui ont besoin de comprendre à qui on s'adresse. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, en situation plus en mode projet, on peut innover et on peut avancer. Et c'est ce que nous faisons chez nous. Depuis 5 ans. Il y a toujours une tentation aussi de donner une prééminence à la technique parce qu'on a la curiosité de tester des innovations. Vous êtes dans la démarche plutôt, vous priorisez le contenu. Il faut un besoin de contenu pour ensuite utiliser la technique. Malgré tout, notamment en audiovisuel, on a vu beaucoup d'expériences, cette espèce de curiosité d'aller vers des outils sans trop savoir en fait ce qu'on pourrait en faire sur le contenu, quelles nouvelles infos on pourrait donner. Est-ce que vous l'avez constaté? Le service public, c'est quand même le fond. Et moi, je dis toujours, le fond, c'est l'essentiel. Après, sur la forme, on peut s'amuser, etc. Mais voilà, l'essentiel, c'est d'abord, nous, on est médias de proximité, donc parler au public de Mayenne, pour Anne-Marie principalement, nous un peu plus largement sur les 5 départements. Voilà, donc on est médias départemental ou régional. Le fond, c'est le plus important. Et puis après, sur la forme, on peut expérimenter des choses. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, vous travaillez dans 2 médias, 2 services publics, donc avec une mission de service public. En gros, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous amuser avec des outils, c'est difficile pour vous. Vous le vivez comme une contrainte, ça, ou comment? Non, mais je pense que, encore une fois, le fond est le plus important. Après, ça peut être drôle, on a le droit de s'amuser en racontant des histoires. Parfois, le journaliste a tendance à vouloir être très sérieux, voilà, très classique, etc. Et je pense qu'on peut sortir de ces codes. Le plus important, encore une fois, c'est le fond. Je pense qu'innover, c'est amusant. C'est-à-dire qu'il y a une démarche plus ou moins scientifique, créative. En fait. En tout cas, une démarche créative, ça c'est sûr. Donc ça, c'est le côté amusant et ludique et un temps gratifiant. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on va vers l'innovation, en fait, on va vers tout simplement de la compétence, de la connaissance, de l'expérimentation. Et ça, je crois que c'est très important pour les équipes, y compris dans le service public. C'est-à-dire que si vous avez une équipe qui ne peut pas monter en puissance, qui ne peut pas amener ses propres talents ou ses talents individuels, il y a à un moment donné, ce sont des gens qui vont être tout simplement en manque d'intérêt pour leur métier. Ça, je crois que c'est s'intéresser à ces équipes que commencer par faire ça. Et ensuite, il n'y a pas de... Je crois que c'est pas une histoire de nouvelles technologies, le tout numérique, le tout 360, je sais pas quoi. C'est pas ça, en fait. C'est, à un moment donné, ce sont des outils fabuleux qui vont servir un propos. Et c'est aussi des gens qui apportent des projets. Quand vous avez des techniciens qui viennent vous voir en disant tiens, moi j'aimerais travailler sur les liaisons IP pour améliorer ça, ou j'aimerais par exemple tester la 360 avec du son immersif, j'ai besoin de matériel, si vous dites non, c'est pas possible. En fait, tout simplement, vous l'empêchez d'évoluer. Donc je crois que tout ça est intrinsèquement lié. C'est vrai que tous ces nouveaux outils vont très vite, changent très vite, mais il n'empêche que ces outils sont au service aussi de l'homme et au service des équipes, et y compris dans le service public, et le service public se doit aussi d'être dans cette démarche-là. Si on parle un peu management, parce que faire de l'innovation dans des entreprises, c'est aussi une affaire de management, il y a un peu 2 philosophies aujourd'hui dans les médias. Soit on innove tous ensemble et personne n'est à la traîne, alors ça prendra peut-être 5 ans de plus, soit on met en place des espèces d'équipes agiles là, qui vont innover dans leur coin et puis laisser les autres avec leurs techniques traditionnelles. Et comment vous vous situez? Alors, il y a peut-être un entre-deux, mais est-ce que l'injonction de l'innovation doit venir d'en haut et éventuellement être délocalisée dans un lab, ou est-ce que ça doit être une démarche collective? Et est-ce que c'est possible d'avoir une démarche collective d'innovation? Moi, je crois que l'injonction, ça marche jamais. Mais bon, peut-être que je suis réfractaire à ça, mais je pense que ça marche sur une dynamique d'équipe. Alors, il y a des groupes. Chez nous, on est très transverse. Tout le monde, on a des petites équipes qui travaillent, on a des binômes techniciens, journalistes, techniciens, animateurs, ou des équipes élargies, les chargés d'accueil travaillent dessus. Tout le monde est concerné parce que tout le monde fait partie de la même équipe. Après, il y a des gens qui ont moins d'appétence pour ce type d'outils, mais ils ont par ailleurs d'autres expertises. Et ces expertises nous intéressent parce qu'elles vont par exemple nous ramener vers une dynamique plus concrète ou plus orientée, plus anglée vers tel ou tel type de public. Donc je crois que c'est pas tout le monde pareil, c'est chacun a un talent différent et c'est beaucoup plus dans la transversalité. Et je crois qu'aujourd'hui il s'est passé un certain nombre de choses dans le management. Si on continue à être hyper directif ou descendant, je crois que c'est pas la peine. C'est principe à pour France Télévisions, depuis une quinzaine d'années, il y a des équipes qui sont uniquement web, mais la tendance, clairement, aujourd'hui, c'est un peu d'associer tout le monde. Donc, il y a des gens qui ont des compétences assez pointues, qui font que du web. Et puis, l'idée, c'est de former les journalistes pour qu'ils puissent travailler sur le back-office du site Internet, être à même de publier, qu'ils envoient des photos depuis le terrain, des petites vidéos. Voilà, donc, il y a un noyau de pure web qui essaie d'entraîner les autres. Et puis, l'objectif numérique, ça a été affiché comme une priorité par
la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Donc voilà, maintenant ça suit et il y a une injonction douce de la direction, donc ça infuse, quoi. C'est du passé, cette espèce de fossé qu'on a tous connu entre les équipes techniques et les équipes rédactionnelles. En gros, les journalistes gardiens du temple et puis les techniciens qui veulent parfois innover. Et est-ce que, alors, il y a une mixité aujourd'hui, hein, il y a une appétence de certains journalistes pour la technique, mais c'est encore prégnant, ça, c'est encore dur de mélanger vraiment les... Je pense qu'on ne peut pas faire de généralité. Dans notre réseau France Bleu, il y a 44 radios, 44 manières de vivre ensemble les métiers et la mixité. Mais je crois que l'avenir, c'est la mixité. Simplement parce qu'aujourd'hui, si vous allez sur le web, vous avez toutes sortes de gens qui postent des choses, qui mettent des choses et des contenus. Parce que les jeunes peuvent faire des vidéos, les monter, mettre du contenu intéressant. Parce qu'il y a longtemps qu'en Afrique, par exemple, on a des informations via les smartphones des gens. Donc, je pense que vouloir faire des castes, c'est contre-productif. Et en plus, c'est très intéressant de faire de la mixité parce que du coup, on arrive à des choses très créatives et on peut aller beaucoup plus loin que tout seul. L'innovation, c'est évidemment pas que de la technique, c'est même minoritairement aujourd'hui de la technique. L'innovation, c'est aussi dans le rapport à l'audience. Et en tant que média d'information locale, vous avez aussi une expertise dans le rapport à votre audience que vous croisez sans doute chez le boulanger ou à la sortie de l'école. Et est-ce que vous ressentez ce besoin d'innover dans la manière de communiquer avec les gens? Ou est-ce que les nouveaux outils vous permettent de communiquer différemment avec votre audience? Peut-être Anne-Marie. Vous parlez de la proximité, en fait. La proximité avec l'audience. La proximité, c'est vraiment un des éléments forts des radios du réseau France Bleu, puisque nous, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est tous les matins, c'est notre pensum, il faut y aller, quoi. C'est la proximité. On est vraiment là au service des publics dans les territoires. En fait, je crois qu'il y a plein de façons de communiquer avec ces publics parce qu'ils sont assez diversifiés. Nous, on s'adresse à la famille, on s'adresse aux gens qui ont plus de 50 ans, mais en même temps, ces gens-là, maintenant, on Skype, les grands-parents ont Skype pour les petits-enfants à l'autre bout du monde, ils ont un téléphone sur lequel ils ont des informations, la météo, etc. Donc, en fait, je crois qu'il faut utiliser tous ces outils-là pour être dans la proximité. Et en plus, je crois, et j'en suis convaincue, que nous sommes un véritable outil de développement local. Et donc, si on veut vraiment jouer ce rôle-là, il faut utiliser tous les outils à notre service. Parce qu'on est là pour valoriser les acteurs du territoire, parce qu'on est là pour fédérer les actions, parce qu'on est là pour rendre compte de l'information. Et toutes les voies possibles de communication et tous les outils et tous les supports sont à notre service pour faire réaliser cet objectif-là. C'est pas parce qu'on communique sur Facebook qu'on est moins présent sur le terrain ou qu'on va moins voir. Non, et Facebook, on est très très bien positionné dans le réseau France Bleu. C'est une vraie communauté qui ressemble à notre communauté d'auditeurs d'ailleurs. Hein. Parce que Facebook, en fait, on peut échanger des photos, des petites informations, on peut mettre des petites images. On peut vraiment, c'est la notion de famille en fait, Facebook. Souvent, le lien communauté dans les locales de France Bleu, c'est plutôt le standard. En gros, toute la matinée, vous avez beaucoup de... C'est en train de changer. C'est en train de changer. Ouais. Oui, je crois que France Bleu, il va falloir qu'on se rende compte que ça n'est pas un réseau ringard, que c'est un réseau, à mon avis, j'ai presque envie de dire qu'il va être précurseur, mais ça n'a pas de sens de le dire. Mais parce qu'en fait, la famille, la proximité, les circuits courts, etc., le fait de partager le covoiturage, ça, c'est vraiment nous, ça. Et donc, aujourd'hui, les jeunes générations vont vers ce mode de vie. Et finalement, on reboucle la boucle avec nous. C'est-à-dire qu'on redevient, j'ai envie de dire, on va redevenir le réseau à la mode, si je puis dire. En quelque sorte. En tout cas, vous faites beaucoup d'animations de communauté et en Mayenne, je crois que vous avez battu un record. Hein, vous êtes inscrit au Guinness des records pour avoir organisé le plus long pique-nique, le plus grand pique-nique du monde. Oui, c'est ça. Ça a été organisé par les équipes de France Bleu en collaboration avec d'autres. Mais... Alors, c'est France Bleu Mayenne avec une association qui s'appelle les Tables de la Mayenne avec des chefs cuisiniers. Et c'est né à 3 personnes. Et l'idée, c'était de dire, on va appliquer la méthode agile à l'ensemble du territoire et donc faire en sorte de monter en puissance autour de valeurs fortes qui sont les notions de convivialité, d'entraide, de valorisation de son territoire, de la culture. Et donc faire en sorte que tous les talents, en fait, participent à la montée en puissance de cet événement-là. Et donc, on a été la première radio à faire un financement participatif via Ulule. Et tout ce qui était proposé était 100% mayennais et était gratuit. On a fait fabriquer 30 km de nappes, fabriquées par TDV, entreprise en Mayenne. On a proposé des centaines d'animations gratuites. On a donc fait ce pique-nique. On a eu les chefs d'entreprise. On a eu, je ne sais pas combien d'associations, 200 associations. On a eu 600 bénévoles. C'était un truc assez fou. Mais c'était intéressant de voir, en fait, la force de la proximité et la force d'un média de service public. C'est-à-dire qu'on est capable de fédérer les gens autour de valeurs fortes de proximité, de convivialité. Et tout ça grâce aussi
aux réseaux sociaux, grâce à Facebook, grâce à des vidéos postées sur Internet, grâce à Ulule, grâce à tous ces outils à notre disposition. Il nous reste 15 secondes, Guénolé Seller. L'avenir, c'est dans le rapport humain, peut-être plus que dans la technique, l'avenir des locales de France 3 aussi. Oui, on continue à travailler avec notamment avec France Bleu. On a un projet qu'on a lancé il y a un mois là, sur le foot, où les journalistes utilisent les moyens modernes, le smartphone pour faire des petites vidéos. On récupère les stories Instagram des clubs de foot, etc. Donc voilà, la technique toujours au service du fond et de la relation avec les auditeurs, les téléspectateurs. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet échange. À très bientôt. Merci.